Est-ce que vous m'entendez bien? Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc, pour cette première conférence de la Cité des débats à Saint-Raphaël, qui est donc consacrée, comme vous venez de l'entendre, au thème de l'engagement de la jeunesse, et plus précisément, on l'a appelé jeunesse engagée, jeunesse désengagée. On verra que le pluriel est assez important dans cette discussion. Et avant de commencer, déjà vous présenter mes deux intervenants qui seront à mes côtés aujourd'hui. Alors déjà, j'ai à ma droite Frédéric Dabi, donc directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Merci à Saint-Raphaël et à la revue politique et parlementaire pour son invitation. Et alors je précise que vous publiez, alors ce sera, vous pourrez le retrouver dans la librairie au fond, Parlons-nous tous la même langue, avec Brice Sokol. On en parlera peut-être un petit peu au cours de la discussion. Et puis à votre droite, José Milano, bonjour. Vous êtes président exécutif du groupe Omnes Éducation, donc acteur de l'enseignement supérieur. Donc on peut dire que des jeunes, vous devez en croiser de temps en temps, quand même, un petit peu. Ils sont juste un tout petit peu plus âgés que ceux qui sont très exigeants dans la salle. Donc, voilà, c'est ça. Mais bon, vous avez le droit de leur parler quand même. on va essayer. Alors donc, on va essayer aujourd'hui, donc on va se pencher sur la question de l'engagement des jeunes et au fond d'un paradoxe qui est que, et alors Frédéric avec ses chiffres va d'un instant à l'autre nous en parler très bien, qui est que quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que sur le vote, les jeunes aujourd'hui, en tout cas les 18-24 ans notamment, ont un rapport au vote beaucoup plus intermittent, c'est-à-dire qu'ils votent moins ou moins souvent ou moins régulièrement que leurs aînés. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a une forme de désengagement de la part de la jeunesse. Mais en revanche, si on regarde d'autres études, d'autres enquêtes nous montrent qu'en revanche, il y a un engagement très fort de la jeunesse sur le bénévolat, l'engagement associatif, l'engagement pour des causes. Donc on va essayer, surtout aujourd'hui, de s'interroger sur, au fond, quelles sont les mutations, au-delà des discours un peu simplistes qu'il peut y avoir, quelles sont les mutations de l'engagement chez les jeunes. Et donc on va discuter un petit peu. Et puis après, l'idée, c'est bien sûr que vous puissiez vous aussi poser vos questions et qu'on soit vraiment dans l'interaction. Alors je voulais commencer par vous poser la question à tous les deux, une petite question personnelle avant d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous surprend dans les jeunesses que vous côtoyez? Donc Frédéric, vous au cours de vos différents panels, de vos enquêtes, etc. Et vous, José, dans votre quotidien professionnel, peut-être juste en quelques mots, qu'est-ce qui vous frappe par rapport à vos générations? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Comment, José? Bon, rebonjour à tous. Oui, qu'est-ce qui me frappe? C'est vrai que je travaille beaucoup sur la question de la jeunesse et c'est un peu un atavisme à l'IFOP. À l'IFOP, vous savez, c'est le plus ancien institut de sondage, c'est pas un institut jeune. Et c'est vrai que depuis les années 50, avec Françoise Giroud, la patronne de l'Express, on a mené tous les 10 ans une enquête qui s'appelait La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est pas de la chanson, c'est pas du cinéma. C'était ces enquêtes auprès des jeunes et tous les 10 ans, on a pu voir en quoi la jeunesse avait une prise de conscience spécifique d'appartenir à une génération unique et en quoi elle se différenciait ou elle se rapprochait des autres générations. Alors, ce qui me frappe, je ne voulais pas le dire parce que vous l'avez très bien dit, Adrien, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Même quand on interroge dans une enquête d'opinion la jeunesse, on n'interroge pas toujours les mêmes bornes générationnelles. Quand on interroge pour des questions électorales, on interroge les primo-votants, ceux qui votent pour la première fois à une grande élection, les 18-23, 18-24 ans. Quand on interroge des personnes, des jeunes dans le rapport au travail, c'est plutôt des 18-35. On interroge aussi parfois des jeunes encore plus jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunesses et c'est toujours... Je suis toujours gêné quand dans le discours médiatique, on essaye de réifier, de réunir, d'unifier la jeunesse en disant c'est facile. Les jeunes pensent ça. Voilà, c'est la génération Covid, c'est la génération engagée, c'est la génération climat, c'est la génération tout ce que vous voulez. Et c'est toujours un peu gênant parce qu'il y a quand même des réalités très différentes. On va en parler. Ouais. Voilà, on va en parler. Ce qui me frappe, c'est deux choses quand même. Sur beaucoup de sujets, on a des différences de plus en plus fortes, de plus en plus profondes entre les moins de 30 ans, on va dire, et les générations suivantes. J'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelait La fracture, et le point de départ de la fracture, c'était une enquête de l'IFOP faite pour Marianne, un hebdomadaire que vous connaissez bien, Adrien, où on avait
quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. Hein. Vous savez à quel point c'est un événement qui a traumatisé le pays, qui continue toujours, suite en plus à l'assassinat de Dominique Bernard, à marquer les gens. On avait 31% des jeunes, c'est une minorité, mais 31%, dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup, beaucoup de jeunes qui considéraient que Samuel Paty avait eu tort de montrer des dessins pour illustrer la liberté d'expression. 31%. Je pose la même question à un échantillon du grand public, où il n'y a pas que des jeunes, on est à peine 10% qui considèrent qu'il a eu tort. Et la deuxième chose qui me marque, mais on en parlera peut-être, bon, une enquête faite d'opinion, on interroge les gens sur leurs valeurs, sur leurs opinions, leurs attitudes, mais il y a des questions très simples, mais qui peuvent être le révélateur d'une véritable fracture. Tout simplement, comment les jeunes s'informent? Comment les jeunes se sont informés pour voter aux élections européennes du 9 juin, à ces fameuses élections législatives surprises du 30 juin et du 7 juillet. Et on voit deux choses. D'une part, la manière dont les jeunes s'informent n'a plus rien à voir avec les principaux vecteurs d'information de l'ensemble des Français. Aux européennes, les deux vecteurs majeurs des jeunes, c'était TikTok, Instagram. Voilà. La part des discussions en famille, dans nos enquêtes Nouvelle Vague, on voyait à quel point la famille, c'était le lieu du débat, le lieu de la confrontation dans les années 60, 70, pour ou contre la gauche au pouvoir, pour ou contre la contraception, enfin, la question des mœurs, des inégalités femmes-hommes. Maintenant, les discussions en famille se sont effondrées auprès des jeunes d'aujourd'hui pour construire, pour élaborer leur vote. Et puis deuxièmement, et j'en aurais fini parce qu'il faut faire court, autre élément, les jeunes, leur manière dont ils s'informent aujourd'hui, mais n'a plus rien à voir avec la manière dont ils s'informaient encore en 2019. La part de la télévision a perdu une quinzaine de points. Quand on perd 15 points sur une question aussi simple dans une enquête, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc on est de plus en plus sur une génération mouvante et qui a pris conscience qu'elle était une génération unique. Dans notre première enquête Nouvelle Vague de 1957, ça remonte à très très loin, on n'avait que à peine 18% des jeunes, à l'époque c'était des 21-29 ans, parce qu'on était mineurs à 18-20 ans, on avait seulement 18% ou 13% d'entre eux qui disaient les jeunes comme moi sont très différents de nos parents, des générations passées. Maintenant, on est quasiment à 85% des jeunes qui ont une prise de conscience, presque politique au sens noble du terme, d'être une génération à part. José, est-ce que vous rejoignez je sais pas comment on dit en vocabulaire managérial, le rapport d'étonnement de Frédéric Dabi? Totalement. Donc sur l'hétérogénéité, l'accélération des cohortes dans leur comportement, dans leurs usages, l'explosion du numérique, des réseaux sociaux comme vecteur à la fois d'information et d'engagement, bien évidemment. Ça dit deux choses. D'abord, une transformation de l'engagement lui-même, on va y revenir. Et évidemment, je crois à la nécessité pour nous tous, d'adapter nos structures et nos dispositifs à cette réalité-là. Et ça, c'est très compliqué, parce que les institutions, elles sont stables et elles considèrent qu'il faut s'y adapter, ou en tout cas, le degré d'ajustement est très faible. Et je pense qu'une des causes des tensions, y compris politiques en France, sont dans l'incapacité d'un certain nombre d'institutions de tenir compte de cette diversité, cette hétérogénéité de la jeunesse. Et on ne peut pas faire sans la jeunesse, et ce n'est pas un propos de tribune ici. La jeunesse et l'engagement de la jeunesse est essentiel dans la construction du bien commun, est essentiel dans la construction de la société, dans la permanence de la société, dans le progrès des sociétés. Ça, je crois que ça reste vrai. En tout cas, c'est ce que nous faisons en essayant de bien faire dans notre métier de l'enseignement supérieur. Et je pense qu'il faut rappeler quand même que c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte qui est particulièrement complexe. On est dans une économie de la connaissance, on est dans ce qu'on appelle l'adaptation permanente, mais en réalité, c'est la réponse à 4 défis majeurs pour l'humanité, que sont le défi démographique, c'est-à-dire ces jeunes sont minoritaires dans les sociétés occidentales, mais deviennent de plus en plus, alors non pas minoritaires, mais leur place relative s'estompe dans un certain nombre de parties de géographie, et beaucoup plus vite que nous l'avions imaginé. Donc à 2100, c'est un des grands enseignements des Nations Unies dans son dernier survey sur la démographie à 2100. Donc choc démographique, évidemment choc géopolitique, on est dans un environnement géopolitique, donc comment cette jeunesse va nous aider, mais va aussi subir ces chocs géopolitiques. Le choc technologique, ça va toucher toutes nos générations, ils ont un avantage,
très fort sur nous, donc on peut toujours dire qu'ils écrivent moins bien, ceci, si je suis dans les généralités, sauf qu'ils ont d'autres talents, d'autres compétences que les nôtres, en tout cas ceux de notre génération, en tout cas plus spontanément, et ça c'est très important, c'est aussi un point d'appui. Et enfin, évidemment, ce formidable défi de la société décarbonée. Donc cette jeunesse et donc l'engagement de la jeunesse est d'autant plus important qu'on va dans un monde qui va plus vite, en tout cas perçu comme tel, dans un Occident qui est contesté, et avec ces 4 dimensions qui viennent mettre une pression considérable pour nous sur la nécessité de nous adapter et de réengager la jeunesse ou d'engager différemment la jeunesse dans ces défis de la société contemporaine. Eh bien, on va reparler de tous ces points que vous avez abordés. Avant, alors Frédéric Dabi ne vient jamais sans ces chiffres. Et donc, on va faire un petit point justement sur ce qu'on a un peu pu dire sur l'engagement, le recul du vote et à la place différentes matrices d'engagement. Et on a repris une étude que vous avez faite il n'y a pas longtemps, Frédéric. Alors, elle va être projetée d'un instant à l'autre, si tout se passe bien. Sinon, il va falloir le faire de tête. Est-ce que c'est bon ? Ça devrait arriver. Ah, alors. Voilà, c'est celle-ci. Tu veux qu'on monte la précédente ou directement ? Alors, déjà, pour faire le premier constat sur la moindre participation des jeunes par rapport aux autres générations, par rapport à l'ensemble des Français aux différentes élections, Frédéric, bon, là c'est assez... ça apparaît directement, là. Oui. C'est vrai que quand on parle d'engagement des jeunes comme des autres générations, la chose la plus simple avant un engagement associatif, un engagement personnel pour une cause, dans une structure, c'est d'abord le vote. Le vote, c'est l'élément central du pacte républicain, du pacte démocratique. Et clairement, on voit que depuis maintenant quelques années, il se passe des choses. Et là, on n'est pas là pour parler... peut-être vous me poserez des questions là-dessus, mais qu'ont voté les jeunes aux dernières élections, vous le savez tous plus ou moins, mais on est surtout, est-ce que, tout simplement, les jeunes, quel est le consentement au vote ? Est-ce que les jeunes sont allés voter ? Et clairement, quand je prends les dernières élections, on a de plus en plus une abstention, un exil électoral plus fort chez les primo-votants, ces fameux 18-24 ans, que l'ensemble des Français. Il y a un véritable tournant, c'est la présidentielle de 2022, qui a été, bon, c'est très bien que la campagne n'a pas été une vraie campagne, il y a des choses qui peuvent être expliquées par une abstention assez forte chez les Français, mais quand même inférieure à celle du 21 avril 2002, qui était le record d'abstention à une élection présidentielle au premier tour, 28%. On a 41% des primo-votants qui ne sont pas allés voter le 10 avril 2022. Alors, moi, j'aime bien les pourcentages, vous le disiez, mais il faut toujours penser que derrière, il y a des chiffres. Il y a en gros 4,5 millions de jeunes de 18 à 24 ans, ils ne sont pas tous inscrits. Ça veut dire qu'on a quasiment presque 2 millions de jeunes qui ne sont pas allés voter. Alors, on a tendance à dire, oui, c'est normal, les jeunes votent peu, votent de moins en moins. C'est complètement faux. Il y a eu de très nombreux moments où les jeunes ont voté autant, voire plus que l'ensemble des Français en pourcentage. Surtout, exemple, la présidentielle de 81, c'était un moment crucial, celle de 95, celle de 2007, même celle de 2012, il y a eu quasiment, ça se joue à 2-3 points près, autant de jeunes qui ont voté que l'ensemble des Français. Là, vous voyez, on a 15 points d'écart pour la présidentielle de 2022, 3/4 des jeunes pour les législatives de 2022. Ça s'est un petit peu amélioré, si je puis dire, lors de la séquence électorale la plus récente, mais quand même, 60% des jeunes qui ne sont pas allés voter aux élections européennes et presque 1 sur 2 à ces élections législatives. Et l'idée quand même, c'est qu'il n'y a pas de fatalité de l'abstention des jeunes à une élection, surtout à une présidentielle. Je vous donnais les exemples de scrutins où les jeunes ont voté massivement. Pourquoi avaient-ils voté massivement, comme d'ailleurs l'ensemble des Français ? Tout simplement parce qu'ils avaient trouvé un sens à cette élection. Et justement, c'est la slide d'après qui montre pourquoi cette fois-ci, alors là c'est le cas des européennes, pourquoi cette fois-ci les jeunes ne sont pas allés voter dans les raisons qui reviennent le plus. Voilà, et ça c'est très intéressant parce que c'est des études au long cours que l'on fait pour l'ANASEJ, qui est une association qui incite les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales, qui les incite à participer à des conseils municipaux. Je ne vais pas voir tous les chiffres, vous les connaissez. Il y a
une logique de non-vote qui émerge de plus en plus fortement, qui était massive en 2022, qui était un peu moins forte en 2024, mais qui reste quand même forte. C'est ce que j'appelle une logique de vanité du vote, d'inutilité du vote. Voter, c'est vain. C'est le deuxième, voilà. Parce que ces élections ne changeront rien à votre situation. Et aussi, ne changeront rien dans la société. Quand on fait l'addition des deux, on a quasiment un tiers de jeunes qui ne votent pas en dehors de ce que j'appelle des réponses un peu refuge. Parce que cette enquête a eu lieu au mois d'avril. Donc je serai en week-end, je ne serai pas là. Enfin, c'est des réponses qui ne sont pas très solides. Il y a une raison très forte qui émerge depuis des années. C'est une sorte d'aquabonisme. À quoi bon? À quoi bon voter? Ça ne changera pas ma vie. Et c'est particulièrement grave. Enfin, grave dans le sens où qu'est-ce que c'est que le rapport des Français aux politiques? On est un peuple éminemment politique. C'est une sorte de contrat qui est qu'en échange de mon vote, vous, les politiques, vous changez la vie, vous transformez la vie quotidienne, vous pesez sur le cours des choses. Et on a de plus en plus de jeunes, et ça s'explique aussi par l'individualisme, on va y venir, qui ne croient plus à la capacité du politique à, je cite à dessein, le fameux slogan de la campagne du PS dans les années 70, vous n'arrivez plus à changer la vie. Et c'est particulièrement, je dirais, dévastateur. Il y a un vrai contre-exemple. L'abstention des jeunes est moins forte aux élections locales. Alors, aux élections locales, je mets de côté les municipales de 2020 parce qu'il y avait le Covid, le contexte très particulier, mais à l'échelle locale, on voit la capacité, notamment du maire, notamment des équipes municipales, à changer plus ou moins fortement, plus ou moins intensément votre vie quotidienne. Donc, dans ces raisons du non-vote, alors il y a aussi d'autres raisons. Il y a l'idée que l'offre électorale ne nous correspondait pas. Il y a toute une série de choses, mais scrutin après scrutin, et là c'est le point de départ peut-être de notre réflexion, il y a l'idée que le vote comme élément moteur du changement, comme élément, je dirais, cardinal de l'engagement n'est plus évident pour les jeunes. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toujours. Il peut y avoir une élection, par exemple, en 2027 ou avant ou après, plutôt en 2027, qui va montrer aux jeunes l'importance de cette élection, de changer d'avis. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose qui est relativement récent et qui, je dirais, est particulièrement inquiétant dans notre consentement au pacte démocratique. À quoi bon aller aux urnes? À quoi bon voter si voter ne sert à rien? C'est une position minoritaire, mais on est, selon les élections, entre un tiers et la moitié des personnes, des jeunes abstentionnistes qui sont sur cette logique de vanité du vote. Et alors, s'ils ne croient plus en la chose politique, en revanche, il y a d'autres vecteurs d'engagement, et ce sera promis, c'est la dernière slide après, voilà, on va la retrouver. Voilà, on voit qu'il y a en revanche d'autres modes d'engagement qui émergent, c'est-à-dire que les jeunes, et encore, on a dit, il ne fallait pas dire les jeunes, mais une part importante de jeunes votent moins, ou en tout cas votent moins que les autres générations. En revanche, les jeunes ne sont pas pour autant désengagés, ils ont simplement d'autres modes d'action. Voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. On parle un peu rapidement d'une génération dépolitisée, parce qu'elle vote moins. Ok, peut-être, mais ce n'est pas une génération, ce n'est pas des jeunes désengagés. On l'a à travers toute une série d'indicateurs. Alors, c'est pas ici la source de cette enquête, c'est une enquête faite pour la Fondation de l'Ordre de Malte il y a environ 2 ans auprès de 1500 jeunes de 18 à 30 ans, donc il n'y a pas que des primo-votants. On a un engagement des jeunes sur le climat. Dans l'enquête Nouvelle Vague, la dernière que l'on a faite en 2021 pour mon livre, on voyait qu'il y avait 3/4 des jeunes qui se disaient personnellement engagés pour le climat. Se dire personnellement, ça veut dire quelque chose. Et puis dans cette enquête, on voit que même si le vote n'est plus l'alpha et l'oméga, même si le vote n'est plus, je dirais, l'élément naturel de l'engagement des jeunes, il y a toute une série de vecteurs que les jeunes utilisent. Symboliquement, qu'est-ce qui arrive en tête? C'est un nouveau mode qui n'existait pas il y a encore quelques années. C'est pas être engagé, s'engager, c'est d'abord partager un contenu d'information sur les réseaux sociaux. Mais c'est faux de dire que les jeunes ont basculé complètement sur un monde 100% virtuel. C'est-à-dire qu'il y a aussi des modes d'engagement plus classiques, signer une pétition. Et puis quand on voit la hiérarchie que je vous présente, on a une sorte de va-et-vient entre des modes d'engagement radicaux, boycotter une marque, mener des actions
d'alerte, de coups de poing, et des modes d'information beaucoup plus traditionnels. Participer à une manifestation, boycotter une entreprise, faire grève, mais regardez la hiérarchie, hein. Je le dis devant José Bové qui est là ici et que je salue, on a quand même une part beaucoup plus restreinte, notamment des jeunes qui ont 25-30 ans, pas les primo-votants, qui sont sur ces modes d'engagement qui sont beaucoup plus traditionnels, la manifestation, la grève et tout cela, mais je vais peut-être m'arrêter pour qu'on en reparle après, mais c'est aussi un basculement dans la jeunesse qui croit peut-être de moins en moins au collectif, qui croit de plus en plus en elle-même, en l'individu. Dans notre enquête Nouvelle Vague, jamais les perceptions sur les groupes collectifs, l'État, la France, les organisations politiques ont été aussi mauvaises et jamais les jeunes ont autant cru en eux-mêmes. Oui, l'engagement ne passe plus par les grandes structures très descendantes qu'ont pu être Exactement. les partis politiques, les syndicats. Il y a eu pendant très longtemps 2 grands systèmes d'action qui structuraient la société. Le Parti communiste, je parle des années 50-60, et l'Église catholique. Les deux, pour des raisons très différentes, ont perdu de l'influence dans la société. Et dans nos enquêtes qualitatives, quand on fait parler les jeunes spontanément, souvent il y a une phrase qui revient, c'est « mais personne d'autre que moi ne peut faire avancer la cause du climat. Personne d'autre que moi peut informer quelqu'un sur ce qui peut se passer en Ukraine, au Proche-Orient. Personne d'autre que moi peut, à l'échelle de sa région, de son territoire, de sa ville, faire avancer les choses. » Cette hiérarchie toute simple, c'est une question très simple. D'ailleurs, la question suivante, c'est quels sont les moyens les plus efficaces. Il n'y a pas, on peut peut-être regarder parce que c'est intéressant. Il veut une slide de plus. C'est la suivante. C'est la suivante. Non, c'est voilà. celle d'avant. Non. C'est non. Celle-là. L'efficacité. On voit très bien qu'on a des modèles assez classiques. L'association, donc une structure collective, est jugée extrêmement efficace, mais on a aussi une équivalence entre ces modes d'action traditionnels, la grève, la manifestation, et ces modes d'action beaucoup plus radicaux, beaucoup plus individuels. Bon, en bas de tableau, bien sûr, les syndicats et les partis politiques. Il y a toute une série de gammes que les jeunes utilisent. Le vote est maintenant, et je dirais, mis en parallèle. Ce n'est pas foutu, si je puis dire, pour le vote. On va peut-être en parler dans notre échange. Mais la clé de compréhension majeure pour moi, c'est cette hésitation entre la croyance dans le collectif qui peut s'éroder extrêmement vite. Les manifestations pour le climat en France, on ne peut pas dire qu'elles aient eu un succès si fort que cela. Il y en a ponctuellement. Et la croyance quand même de plus en plus forte en soi, en l'individu ou à un autre qui nous ressemble. Alors je me tourne vers José. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi, ce basculement entre les grandes structures collectives et un engagement plus individuel, et plus généralement toutes ces mutations qu'on a observées? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi auprès des jeunes que vous côtoyez? Oui, je suis tout à fait aligné avec le constat quantitatif. Je veux dire, l'approche un peu qualitative qui est la nôtre auprès de nos 40 000 étudiants recoupe ces constats. Et donc ça oblige le dispositif de formation dans l'enseignement supérieur à s'adapter, évidemment. Moi, si je me place du point de vue point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'essayer de développer l'engagement dans la formation et puis de rendre possible l'engagement dans la société au travers du travail. Alors, on forme à la citoyenneté parce qu'on a des diplômes d'État, parce qu'on a des titres reconnus par l'État, mais évidemment, cette dimension focalisée sur le travail qui reste un facteur d'intégration dans la société extrêmement fort est le centre de notre activité. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ceux qui sont en dehors, parce qu'on parle de jeunesse engagée et de jeunesse désengagée. Donc, du point de vue du travail et de l'emploi, moi, ce qui me frappe, c'est que la société accepte qu'il y ait à peu près, alors ils étaient 120 000 par cohorte, ils sont 100 000 aujourd'hui, mais qu'on ait de 12 à 15% de nos jeunes qui sont en dehors de la société parce qu'ils ont interrompu leurs études. Et ça, c'est un drame pour eux, c'est un drame pour la société, c'est un drame économique, c'est évidemment un drame politique parce que derrière, il y a des conséquences politiques à ça, qui sont extrêmement graves. Et pourquoi ? Parce que nos institutions, le système de formation, on a tous très intégré, qu'on soit jeune étudiant ou qu'on soit parents ou grands-parents, que le système reste extrêmement sélectif, il est exclusif et il est irréversible. C'est-à-dire, on parle de deuxième chance, mais en fait, il n'y en a pas.
très peu, marginalement dans le système. Donc ça veut dire que la mécanique de désengagement de la société commence extrêmement tôt. Moi, je suis très frappé par un pays que nous côtoyons à quelques centaines de kilomètres d'ici, très près, c'est la Suisse. La Suisse, vous avez à 16 ans, 83% des jeunes Suisses qui vont faire de l'apprentissage. 17% font des carrières académiques. Le patron d'UBS, qui est une des 10 plus grandes banques du monde, est un apprenti. Donc, il y a d'autres voies possibles pour faire en sorte qu'une population adhère, dès son plus jeune âge, à des études, à l'emploi derrière, et évidemment derrière à la vie sociale, à la vie politique qui va avec. Donc ça me semble important. Ces désengagés-là, il est important que ce qu'on appelle les ni formation, ni études, ni emploi, c'est-à-dire les 15-24 ans, on a une quinzaine de pourcents de cette génération qui est en dehors du jeu. Ça fait 16% aussi, c'est très corrélé évidemment, de chômeurs de longue durée. Et donc là, évidemment, année après année, on a cette désespérance qui s'accumule. Donc c'est très important aussi que quand on regarde la jeunesse, indépendamment de l'hétérogénéité qu'on a soulignée, on ait un focus sur ces désengagés. Les engagements, évidemment, on est passé, alors c'est une image, hein, on est passé d'un engagement timbre à un engagement post-it. C'est-à-dire, alors on est dans une société qui est de plus en plus fluide, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on était inscrit dans des collectifs, on l'est au travers d'associations. On utilise des engagements plus digitaux, plus temporaires. Le numérique le permet. C'est vrai que nous, ce qu'on ressent, c'est effectivement que les centres d'attention, c'est le développement humain, la solidarité, l'écologie, etc. Mais ça peut être des engagements qui sont extrêmement ponctuels, avec l'idée que je m'engage pour avoir un impact, pour changer le réel. Et effectivement, je le fais individuellement, ou je le fais avec des camarades, ou avec des gens de ma communauté qui me ressemblent. Ce qui pose aussi des questions politiques de qu'est-ce que la communauté et le savoir-vivre ensemble avec des gens différents de soi. Et comme le système d'éducation fait qu'on crée assez vite des communautés, moi j'étais très frappé, alors malheureusement le général n'a pas pu être là, mais pour nos générations, on se retrouvait à l'armée quelques jours, et parfois des mois, avec des gens qui étaient nés en même temps que nous. C'était fascinant, parce qu'on était confrontés à une réalité sociale avec 12 à 17% d'illettrés, donc des gens qui étaient nés dans la même région, mais il y avait un moment dans la vie où on était tous ensemble, alors il n'y avait que les garçons à l'époque, mais on était confrontés à ces êtres différents. Donc la question de l'engagement volontaire, plus ou moins subi à l'époque, ou le désengagement, en fait on était confrontés à ça. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que on peut vivre des années durant en fait, en ignorant des gens qui sont de notre génération, avec des comportements qui sont très différents des autres, mais on n'a même pas la possibilité de voir que ces gens-là existent. Et ça pose quand même un certain nombre de questions. Dans l'enseignement supérieur, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a un seul phénomène qui est en train de changer la donne, et je crains malheureusement que nous le détruisions, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que permettre à l'enseignement supérieur d'avoir accès à l'apprentissage massivement, ça a permis à 15% de plus d'enfants d'ouvriers et d'agriculteurs d'accéder à l'enseignement supérieur. Pour des raisons de mauvaise gestion de l'État et de la décision qui va être prise dans les prochains jours, pour des raisons que je comprends par ailleurs sur les finances publiques, va consister à surtout pas faire en sorte de préserver le système, mais en tout cas à porter préjudice à ce système-là. Et ça, c'est très préjudiciable, parce que ça veut dire que des gens qui étaient différents, des gens qui ne rentraient pas dans le cadre standard de l'éducation, des gens qui... Et on sait bien que l'éducation a une très forte rigidité de l'offre. Elle n'arrive pas à s'adapter à son client, qui est l'étudiant. C'est l'inverse. Donc, elle l'exclut. Je simplifie, mais il y a un mécanisme de cette nature. Les enseignants, je suis un enseignant de formation, ne sont pas en cause. C'est plus complexe que ça. Donc, il y avait une possibilité d'apprendre autrement, de revenir dans le circuit, d'avoir accès à des responsabilités. Mais sauf que c'était pas reconnu institutionnellement comme étant quelque chose de standard. Donc pour différentes raisons, le fait que cette politique d'apprentissage ait été saisie par le privé plutôt que le public, le fait que le public considère qu'il n'y a pas suffisamment de moyens qui lui sont consacrés, c'est peut-être vrai, les finances publiques, on va arriver à une difficulté de financer cet autrement qui permet l'engagement du jeune dans sa formation et dans son entreprise en même temps, parce que c'est aussi un élément de réponse, c'est une façon de remettre ces jeunes dans le circuit. Donc,
On a cette complexité devant nous, ce désengagement structurel à l'emploi qui n'est pas traité. Il est traité par des gros plans extrêmement bureaucratiques depuis des années avec des succès qui se font attendre en tout cas. Et par ailleurs, les solutions plus innovantes qui ont pu être générées depuis quelques années s'épuisent par manque de permanence des politiques publiques sur des domaines qui sont tout à fait essentiels. Frédéric, je voyais que vous vouliez réagir sur la question notamment des jeunes éloignés de l'emploi. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est corroboré par deux points. Quand vous dites, et c'est très juste, beaucoup de jeunes ne voient pas d'autres jeunes désengagés. Je parlais tout à l'heure de la mutation des moyens d'information. Il y a des questions que l'on pose où on demande aux jeunes s'ils préfèrent consulter des médias diversifiés et neutres ou des médias qui leur ressemblent, des médias, on connaît le pouvoir des algorithmes qui vous proposent des sujets, des thématiques, des enjeux qui sont au cœur de leur vie quotidienne. Encore en 2019, on avait 2/3, oui, c'est ça, c'est celle d'après, ouais, on avait quasiment 2/3 des jeunes qui disaient « je préfère plutôt consulter des médias qui n'ont pas un engagement en particulier, des médias neutres ». Et ben, on est passé en à peine 5 ans, de 66% à 45%. C'est-à-dire que c'est des chiffres vertigineux sur une question tellement basique, tellement simple. Donc, ce que vous dites, il y a des jeunesses, j'insiste très fortement là-dessus, et la jeunesse sans emploi, sans formation, une jeunesse invisible que d'ailleurs, qu'on a du mal, nous, sondeurs, à avoir dans des enquêtes d'opinion quantitative. Il faut faire du qualitatif pour les avoir, et ça passe au-dessous des radars. Et c'est encore plus, et c'est mon deuxième point, aggravé sur le regard des Français, de manière générale, sur le chômage, sur l'emploi. En 2018, ce n'est pas il y a si longtemps que cela, la première préoccupation des Français était la lutte contre le chômage. Elle est passée au 12e rang. Alors, bien sûr, on peut dire c'est une bonne nouvelle. Les politiques ont réussi à faire baisser le chômage. C'est vrai, il y a encore beaucoup de chômeurs. Il y a la question de la qualification des emplois. Mais maintenant, ces jeunes-là sont encore moins sur les radars, dans le prisme de préoccupation de l'opinion publique. Et là, ça pose problème puisque les Français sont passés de ce qui est injuste, c'est être au chômage, à l'injustice, c'est avoir un travail qui paye mal. Et ces jeunes ne sont même pas dans une logique du travailler plus ou d'avoir un travail qui les récompense. Donc c'est encore c'est un autre facteur qui les rend encore plus invisibles ou peu visibles dans la société. Alors on a parlé de ce qui différencie les jeunes et qui fait qu'on a vraiment des jeunesses, mais est-ce qu'on peut, Frédéric, quand même trouver des points communs qui rassemblent les jeunes générations actuelles, notamment dans les idées qui les animent? Par exemple, je pense aux travaux de la chercheuse Anne Muxel, qui dit qu'il y a 2 valeurs qui structurent l'engagement des jeunesses actuelles, qui sont les valeurs de respect et de liberté. Est-ce que, Frédéric, et ensuite je me tournerai vers José, on a souligné tout ce qui différencie, mais est-ce qu'il y a quand même des caractéristiques communes qui reviennent, notamment dans les causes qui suscitent l'engagement au sein des différentes jeunesses actuelles? Oui, il y a bien sûr du commun. Je fais une petite introduction. Il y a un événement fondateur récent qui a créé beaucoup de communs chez les jeunes, qui a sédimenté les jeunes. Le Covid. Le fait de tous être confrontés à la même chose, tous devoir quitter l'école pour une période courte. La France est le pays d'Europe où, je crois, la période de fermeture des écoles et des collèges-lycées a été la plus courte. Mais il y a une sorte d'événement fondateur qui a, je dirais, beaucoup sédimenté les jeunes avec des représentations communes. La dette Covid, elle sera pour nous. La prise de conscience sur la dette des jeunes est relativement forte. Avec cette période, nous avons perdu notre liberté, notre capacité à avoir des relations avec les autres, et nous avons été en plus stigmatisés. Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de thématiques où on a au contraire un rapprochement des générations sur les valeurs, effectivement. La famille, qui était avant un point de césure et de fracture très fort entre jeunes et moins jeunes. On est passé chez les jeunes de famille je vous hais, entre guillemets, à famille je vous aime, même si la famille est de moins en moins, on l'a vu, le lieu du débat où on peut peut-être exprimer son engagement et discuter de son engagement. Et effectivement,
la liberté, l'égalité. Alors, je n'ai pas lu ces travaux d'Anne Muxel que je respecte énormément, mais je trouve quand même que du côté d'une partie de la jeunesse, l'égalité a pris le pas sur la liberté. Il y a même une véritable obsession de l'égalité, de l'absence d'injustice, et très vite, on va vers la lutte contre les discriminations. Vous allez me dire... Oui, je pense que c'est ce qu'elle désigne par le respect, c'est-à-dire l'idée on ne doit pas heurter... Bien sûr, le respect. Et c'est vrai que cette idée, oui, qu'il ne faut pas être heurté, on parle parfois de génération offensée. Dans un sens, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. La jeunesse des années 80, que j'ai beaucoup étudié également, est sur cette logique de lutte contre les inégalités, lutte contre les discriminations. Il y a bien sûr SOS Racisme, il y a les combats antiracistes, mais il y a une différence fondamentale entre cette jeunesse des années 80, très mobilisée sur les inégalités, et la jeunesse d'aujourd'hui, extrêmement marquée par cette question-là. C'est que dans les années 80, les jeunes, la jeunesse déjà votait massivement, je vous le disais, et croyait encore que le politique pouvait changer les choses. Le politique pouvait faire reculer les inégalités, les discriminations. Ce qui a changé maintenant, et je vais encore citer un chiffre de l'enquête Marianne, c'est que beaucoup de jeunes, ce n'est pas une majorité, mais c'est plus de 40%, ont le sentiment que le politique aggrave les discriminations, aggrave les inégalités. Quand on a, par exemple, dans l'enquête Marianne, et on l'a refaite avec un chiffre quasiment équivalent, 4 jeunes sur 10, et notamment une majorité de 18-24 ans qui considèrent qu'il y a un racisme d'État en France, ça choque des générations comme la vôtre, comme la nôtre, sur le mode, quand on parle de racisme d'État, on pense plus à l'Afrique du Sud, on pense plus au Troisième Reich, on ne pense pas à la République française. Le chiffre, il faut le prendre comme il est, c'est un signe supplémentaire de cette perte de confiance dans les politiques. C'est-à-dire que l'État est perçu comme le problème et non pas comme la solution. Exactement, exactement. C'est l'État qui aggrave. C'est le succès de toute une partie de mouvements radicaux, d'un parti comme la France Insoumise qui joue aussi là-dessus et qui a une très forte audience, notamment chez une partie des primo-votants. Hein. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête auprès des primo-votants en 2017 et en 2022. Entre parenthèses, dans la génération suivante, chez les 25-30 ans, la génération de l'insertion, celle qui rencontre les difficultés dont vous parlez, c'est un vote Marine Le Pen, aux européennes, un vote Bardella. Mais c'est vrai que la jeunesse, on va dire, se retrouve sur deux grandes valeurs qui sont des moteurs de l'engagement. Cette lutte contre les inégalités, les discriminations, l'antiracisme, et bien sûr, on va y revenir, le climat, avec quand même, là aussi, le discours, de toute façon, c'est foutu, c'est un mécanisme inéluctable, ce dérèglement climatique. Les jeunes le mettent très fortement à distance. Il n'y a pas de discours de fatalité sur le climat. Et puis, une logique qu'on voit chez beaucoup de Français que j'appelle messieurs les Anglais les premiers, c'est-à-dire c'est pas aux Français de faire des efforts, c'est d'abord aux Russes, aux Chinois, aux Américains de faire d'abord ce qu'ils font sur le climat. On entend ce discours du côté de la droite extrême sur les Français sont des très bons élèves en matière de climat, on en fait déjà trop. Chez les jeunes, ça ne passe absolument pas. José, je ne sais pas si vous rejoignez, et peut-être pour avancer aussi dans la discussion sur les choses qui rassemblent les générations actuelles, je sais que vous vouliez un petit peu parler aussi de comment le numérique qui a impacté pour le coup ces générations avait aussi changé à la fois les valeurs et les modes d'engagement. Alors effectivement, je pense que je souscris à tout ce qui a été dit par Frédéric Dabi. On peut aussi le voir de façon positive. Enfin, c'est-à-dire oui, je pense pas que c'était. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le côté positif, de ce qui vient d'être dit, je crois, c'est que cette lutte contre les discriminations, ça fait petit à petit une société qui est probablement plus tolérante que les discours parfois politiques qu'on entend. Et ça, un désir de justice qui est assez fort. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de tolérance dans ces générations-là et que c'est en train de différentes façons de se diffuser dans la société. Et donc je pense que ça, c'est porteur d'espoir. C'est-à-dire que les jeunes engagés que l'on évoque, je pense qu'ils changent d'une certaine façon la société sur ces aspects-là. Ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais je pense qu'ils ont effectivement la question du racisme, par exemple. Nous, on a géré très peu de situations comme ça, mais c'est aussi parce qu'il y a une forme de contrôle social que nous, évidemment, on est tout à fait en faveur de ça. C'est que il y a des choses qui sont tabous et donc on se respecte. Il n'y a pas de racisme. Alors il y a toujours des exceptions. On est un corps social. Un des enjeux de l'enseignement supérieur, c'est l'internationalisation. Donc
c'est d'accueillir des gens du monde entier. Nous, dans nos écoles, on a 163 nationalités différentes. Quand vous habituez à travailler, à étudier avec des gens aussi différents, vous êtes confronté à cette altérité, vous savez la gérer, et ça vous marque, parce que évidemment, derrière tout ça, il y a des émotions, il y a du travail, il y a de la vie en commun, et ça, c'est extrêmement porteur. Donc, oui, la lutte contre les discriminations, elle a aussi un volet extrêmement, je crois, positif de résonance sur la société. Et puis, le deuxième aspect, celui de la liberté, ça renvoie immédiatement à la question de l'autonomisation et de l'individualisation des formations. C'est-à-dire que ce que nous demandent les jeunes, c'est moi qui choisis. Donc, on a des écoles qui font 5 rentrées par an. Donc, je choisis le moment où je rentre. Je choisis de faire du digital ou du physique. Je peux changer. Vous êtes une jeune fille du l'ex-empire soviétique. Vous avez votre bac à 17 ans. Vous ou vos parents ne veulent pas vous laisser partir. Vous étudiez depuis ces pays-là en anglais, en digital. Vous êtes dans une cohorte en virtuel en même temps que vous êtes en physique. C'était inimaginable, et on en a plusieurs milliers comme ça. C'était inimaginable dans notre génération. C'est-à-dire qu'on déconstruit les modèles de formation progressivement pour les adapter aux désirs des étudiants, pour les engager. C'est-à-dire, on a un souci d'engagement dans l'éducation, donc ce n'est pas spontané. Ça l'est d'autant moins que vous êtes dans les CSP-, extrêmement important. Donc là, il y a une très forte transmission familiale et sociale. Donc voilà, et nous, on a besoin, et je pense que c'est notre vocation à la société, d'aller chercher ces publics qui sont plus aux marges de la société et de les amener à l'éducation. Sauf que les amener à l'éducation, ça suppose qu'on trouve des moyens pour les engager différemment. Et une des façons de le faire, c'est d'essayer de trouver des formats pédagogiques et aussi des accompagnements à l'entreprise. Quand on cherche des stages, quand on cherche des apprentissages, on a des processus, on a des modules, on en a 5, et donc on propose à l'étudiant de l'accompagner, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un engagement qu'il fait tout seul, et qui fait d'autant moins qu'il n'a pas de tissu social ou relationnel, et qu'il est parfois originaire de zones plus rurales ou dans des banlieues qui sont plus éloignées des endroits où l'on étudie. Donc on doit prendre cette complexité du réel, on doit prendre ces cas plus individuels de façon à adapter nos enseignements, engager davantage nos étudiants. Et évidemment, il faut qu'on le fasse avec une logique industrielle en même temps, il faut le dire, parce qu'évidemment, il y a un équilibre économique donc il faut qu'on soit à la fois plus personnalisé et plus industrialisé par d'autres aspects. Mais ça, c'est notre vocation, de nous adapter à cette réalité, à cette complexité et cette hétérogénéité de ces jeunes. Alors, une question que finalement vous commencez un petit peu à soulever, qui est la question de comment on amène à l'engagement, comment on va chercher en effet pour des jeunes qui sont dans des grandes difficultés sociales, qui subissent des discriminations, etc., des jeunes qui peuvent être un peu en marge du système. Est-ce que le grand débat qu'il y a, c'est est-ce qu'il faut le faire au fond par l'obligation, la contrainte, c'est-à-dire c'est tout le débat qu'il y a eu sur la généralisation du SNU, c'est-à-dire on fait le SNU pour permettre en effet à toutes les jeunesses de se rencontrer, on le rend obligatoire et donc ça va être un vecteur à partir duquel les jeunes vont être engagés, ou au contraire, est-ce que passer par l'obligation, passer par la contrainte est finalement contre-productif, puisqu'il faut qu'un engagement, au fond, il soit volontaire au départ. Donc c'est tout un débat, d'ailleurs il n'y a pas forcément de réponse. Sur ce débat, est-ce qu'il faut de la contrainte ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Alors c'est vrai qu'on a fait des enquêtes sur le SNU, et c'est vrai qu'il y avait d'une part un double clivage. Ceux qui ne connaissaient pas, jeunes comme parents, et ceux qui connaissaient, qui avaient été bénéficiaires, où le regard était fondamentalement différent, avec des regards extrêmement positifs du côté des jeunes et des éléments de réassurance très forts chez les parents. Mais effectivement, jeunes loin du SNU ou jeunes éloignés, plutôt proches, il y avait quand même le refus de l'obligation. Et s'il y a des clivages que l'on voit dans beaucoup d'enquêtes, quand on est sur la généralisation du SNU, quand on est certains sondages que l'IFOP n'a pas fait, mais sur le retour du service militaire, il faut toujours se méfier des sondages qui posent un sujet qui n'est pas dans le débat, qui n'est pas un sujet qui est, je dirais, qui bouillonne dans l'opinion publique. Il faut être assez prudent par rapport à cela. Il y a clairement des clivages générationnels, avec quand même le refus des jeunes et une adhésion des parents, parce que les parents, il ne faut pas oublier, on n'a jamais eu une génération de parents aussi sévère sur l'école, aussi inquiets
vis-à-vis du système scolaire, hein, quand on dit la France est en déclin, la France qui tombe, etc., même si ces formidables Jeux Olympiques et Paralympiques ont été une sorte de shoot anti-déclin, de parenthèse enchantée, l'imaginaire qui structure le plus le discours des Français, c'est celui de la France qui tombe et du déclin, et ça se cristallise sur deux institutions, pas du tout l'armée, mais l'hôpital et l'école. Donc la généralisation, l'obligation, oui, parce que on y adhère quand on sait même que ça va peut-être tordre le bras à ses enfants. Par contre, quand nous travaillons, et on l'a fait pour le service civique, pour les EPID, une forme de service civique beaucoup plus militaire, si je puis dire, on a de la part des jeunes qui ont été bénéficiaires, qui ont participé, des perceptions très très positives, parce que c'est une logique de gagnant-gagnant. J'ai été utile pour les autres, et il y a chez les jeunes cette idée d'être utile. Alors bien sûr, il y a l'image de la génération enfermée, de la génération derrière le gaming, de la génération derrière ses écrans, mais voilà, de la même manière que notre génération ne faisait pas que du foot dans les stades ou dans la rue. Il ne faut pas être dans cette caricature-là, mais il y a l'idée d'être utile pour les autres et de pouvoir en bénéficier. Et notamment, la question de la sociabilité, de la connaissance d'autrui est absolument fondamentale. Il y a une statistique, non pas un sondage que j'ai vu passer il y a quelque temps. Il y a 6 millions de Français qui voient par an seulement 3 personnes. Voilà. Le chiffre est quand même effarant. On imagine bien une personne isolée chez elle, qui voit son garde malade, qui voit la personne qui apporte les repas, enfin, toute une série de Français isolés. Et quand on interroge les Français, les jeunes qui ont pu bénéficier d'un SNU, qui ont fait un service civique, qui ont été dans un EPID ou d'autres structures de ce genre, il y a aussi l'idée d'avoir pu connaître ses pairs et pouvoir s'être élevé. Donc bien au-delà de l'opposition, généralisation, obligation. Alors un autre enjeu qui est qu'il y a aussi, c'est dans la prise en charge des jeunes, la répartition qu'il peut y avoir, et ce qui est un phénomène aussi un peu nouveau, entre acteurs du public et du privé. C'est-à-dire, par exemple, dans l'enseignement supérieur, il y a eu une explosion des acteurs du privé. Sur certains territoires, en zone rurale, dans les banlieues, vous avez un recul du service public. Est-ce que ça change quelque chose, au fond, le fait que les jeunes soient peut-être moins en contact avec des acteurs publics et plus souvent avec des acteurs privés? Est-ce qu'il faut réguler davantage tout ça? Est-ce que ça peut aussi avoir un impact? Est-ce qu'il faut mieux gérer la répartition des rôles entre les deux? Parce que ça aussi, ça peut transformer, c'est quelque chose qui se transforme dans la société. Alors, juste un mot sur la question précédente, obligation, pas obligation. Moi, je considère que faut plutôt inciter et donner envie que de contraindre. Néanmoins, nous, progressivement, on a 40 000 étudiants. Moi, je considère qu'il y a 4 piliers qui sont obligatoires dans l'éducation telle que nous, on l'aperçoit aujourd'hui. Le premier, j'en ai parlé, c'est l'individualisation. C'est-à-dire qu'on a 8 000 étudiants sur 40 000 qui suivent d'autres cours que leur discipline. Donc, vous faites des sciences politiques, vous êtes intéressé par la data ou la cybersécurité, vous avez des cours. Vous faites de la finance et vous faites de la communication dans une école de pub. Vous faites du marketing. Aujourd'hui, vous ne faites pas du marketing digital si vous ne faites pas de cybersécurité, etc. Donc, 8 000 sur 40 000 et l'objectif 2026, c'est 100%. Deuxième obligation, c'est la RSE. Donc après, ça prend plein de formes différentes. C'est des projets avec la première entreprise d'économie sociale et solidaire en Europe qui s'appelle le groupe SOS. Donc on a 3000 élèves qui font des projets, c'est dans leur cursus, et ils font des trucs qu'ils aiment. C'est-à-dire, ils ouvrent des bistrots dans les centres-villages, il y a des appels d'offres où ils font de la restauration, d'autres qui font des trucs écologiques. Bref, une multiplicité de thèmes, mais le point commun, c'est « je m'engage pour la société ». 3000, c'est pas beaucoup, c'est énormément d'encadrement. Évidemment, on veut pousser de plus en plus le nombre. Troisième pilier, c'est l'international, c'est-à-dire vous avez accès à l'international. Alors donc en France, quand on fait de l'apprentissage, c'est interdit. Donc oui, c'est le genre de truc. Alors il y a une loi qui a essayé récemment de le modifier, mais c'est très compliqué. C'est pas possible. Si on veut faire en sorte de mieux se comprendre, une des façons de le faire, c'est d'être avec des internationaux, je le disais, dans son propre cursus, mais c'est aussi aller à l'étranger. Et ça ne peut pas être réservé qu'à des gens qui ont des parcours académiques dans des grandes écoles. Ça n'a pas de sens. On a progressé grâce à Erasmus, mais il faut trouver un deuxième souffle, et il faut trouver un deuxième souffle qui concerne tout le monde.
Et quatrième et dernier pilier, c'est la data. Nous, on a une école d'ingénieurs, on a 4000 élèves. Des élèves ont fabriqué un LLM donc en mai dernier qui est au même niveau que ChatGPT 4. C'est 2 gamins qui ont 22 ans avec leurs profs. C'était hallucinant. Donc je ne sais pas si on tiendra dans ce classement-là, mais pour les ingénieurs, l'IA, c'est obligatoire, les 4000 sont formés. On a 20 000 étudiants dans les jours qui viennent, enfin ça a déjà commencé, qui sont formés à la data, quelle que soit la formation, des cours à la data en français ou en anglais, adaptés au profil de l'étudiant et à son cursus. C'est obligatoire. Donc ce qui est obligatoire, international, individualisation, data, RSE. Et après, c'est construire le parcours avec l'apprenant lui-même. Et sur la deuxième question qui est public versus privé, c'est un enfer. C'est-à-dire que cette espèce de combat idéologique, la liberté d'enseignement, elle date de 1875 dans ce pays. Je pense que ça fait partie des plus vieilles lois de ce pays. Je pense qu'il faut qu'on soit complémentaires. Alors, il y a une immense angoisse des familles autour de l'hôpital et la santé et l'éducation. C'est le contrepoint du phénomène d'enrichissement des sociétés. Une société s'enrichit, les classes moyennes apparaissent, les 2 premières consommations qui explosent, c'est l'éducation et la santé. Donc ce sentiment de déclin est aussi associé à ces 2 piliers fondamentaux, j'allais dire, des familles, des sociétés. Et une des réponses, ça a été pour beaucoup de familles, aujourd'hui on a 26% de part de marché du privé dans l'enseignement supérieur, ce sera 30% en 2030, avec ou sans apprentissage. Ça répond à un besoin. Et moi je pense qu'on doit continuer de développer des passerelles entre les deux. Je pense que il y a des choses sur lesquelles le privé ne fera jamais aussi bien, sur la recherche, les profils académiques, etc. On n'a pas la taille critique, ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre métier. On le fait moins bien que le public. En revanche, moi je pense qu'un des grands enjeux du monde d'aujourd'hui, et c'est une réponse au désengagement et à la désencastrement de ces jeunes de leur territoire et qui ne donnent pas beaucoup d'espoir politique, c'est le fait qu'on renverse la logique et que ce soit l'enseignement supérieur qui vienne sur les territoires, mais pas construire des facs, privées ou publiques, avec des briques et du ciment. C'est fini. C'est comment on se met dans des structures existantes, dans des coûts fixes existants. On commence à le faire dans la région, dans des lycées. On met du contenu de niveau Bac+2 ou Bac+3 dans des structures qui existent. On travaille avec des acteurs privés pour amener l'enseignement supérieur sur les territoires, là où il y a des jeunes, là où il y a des entreprises, et là où les collectivités territoriales nous disent on a bien compris que si on n'a pas de jeunes, on n'aura pas d'entreprise sur nos territoires. Et cessons d'envoyer nos jeunes à Marseille, à Nice, à Lyon. J'ai rien contre ces villes, mais c'est déjà une barrière sociale. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se payer. Donc on a des gamins qui sont dans la misère, on a qui vivent très chichement dans les villes, qui sont obligés de bosser à côté parce qu'on n'est pas capable d'amener... Et aujourd'hui, grâce au digital, on est capable de le faire. Nous, dans le groupe, moi j'étais fasciné par la capacité des équipes. Quand on a eu le Covid, en une semaine, on a mis 16 000 étudiants devant un ordinateur. Ils n'ont pas perdu leur année. Et c'est des exemples, j'ai rien contre ces institutions qui sont très remarquables. Grenoble École de Management a fermé pendant 3 mois, Sciences Po Paris a fermé définitivement toute l'année. Et sur d'autres choses, ils sont bien meilleurs que nous, c'est pas le point. On a des solutions, et il y a des solutions qui sont publiques, privées, peu importe. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de réengager ces jeunes durablement là où ils sont. Moi, je suis très frappé quand je discute avec j'étais récemment... dans un forum économique breton, donc la Bretagne, c'est très structuré, il n'y a pas de chômage. Voilà. Et ce que me disent les chefs d'entreprise, c'est quand vous êtes à Brest, le jeune, il ne veut plus aller à Rennes étudier. Il veut plus, c'est même plus une question d'argent pour certains d'entre eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un segment de jeunes qui considèrent que son avenir, c'est là où il est, parce qu'il aime ça. Et il y a d'autres jeunes qui sont capables d'aller à l'autre bout du monde. Donc on doit s'adapter à cette réalité-là. Et il faut qu'on ait des modèles d'adaptation qui soient en coût variable. Cessons de demander plus de dépenses publiques et des trucs qui, entre la décision et l'exécution, mettent 10 ou 15 ans. On n'a pas le temps.
Alors, avant de passer la parole à la salle, Frédéric voulait en 30 secondes dire une autre mutation qu'il y avait pu avoir dans la forme d'engagement pour les jeunes, c'est que notamment les jeunes ont moins envie de s'engager pour la fonction publique. Oui, c'est quand je vous ai entendu, Monsieur Milano, parler de la RSE, parler de l'entreprise. Il faut penser engagement et entreprise. Et là aussi, le regard de la jeunesse sur l'entreprise a changé fondamentalement. Déjà, il s'est très fortement désidéologisé. Hein. Je raconte souvent cette anecdote d'il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, va, quelques semaines après son arrivée au pouvoir, sa nomination par Jacques Chirac, à l'université d'été du MEDEF. Quelques jours après, dans les enquêtes de l'IFOP, il s'effondre à gauche, il s'effondre chez les jeunes, parce qu'il est allé chez l'ennemi de classe, etc. Bien sûr, maintenant, ça fait rire tout le monde. Tout le monde va au MEDEF, tout le monde discute avec des syndicats patronaux et de salariés. Il y avait également du côté des jeunes, plus que chez les autres segments de la population, une vision très globalisante. L'entreprise, c'était la grosse boîte, le grand groupe, le méchant. Maintenant, on sait qu'il y a 94% en France de TPE, de 0,19 salariés. On sait qu'il y a des PME qui se battent à l'international. Donc le regard sur l'entreprise a changé et l'envie des jeunes de s'engager dans l'entreprise n'a jamais été aussi fort. En 2010, alors c'est aussi l'époque où le chômage était très fort, j'en parlais, où c'était la première préoccupation des Français, une enquête de mes confrères et amis d'Ipsos auprès de très nombreux jeunes, c'était qu'est-ce que vous voudriez avoir comme statut? La fonction publique arrivait nettement en tête. Dans une dernière enquête de l'IFOP, celle que j'avais faite pour la Nouvelle Vague, qu'on a refaite il n'y a pas longtemps pour le réseau Entreprendre, on n'est même pas à 15%. On est sur l'envie de créer son entreprise. Il y avait un Premier ministre aussi dans les années 80 qui avait dit vous êtes chômeur, c'est pas grave, créez votre entreprise. Ça avait complètement choqué. C'est une autre époque, bien sûr, c'était Raymond Barre. Je cite que des vieux hommes politiques, moi, c'est bien, et pas de jeunes. Mais là, ça sera plutôt dans les jeux des questions-réponses. Maintenant, les jeunes n'ont pas peur de créer leur entreprise et il y a une vision de l'entreprise. Alors, bien sûr, s'il y a des prérequis, s'il y a l'autonomie, s'il n'y a pas le chef qui vient vous casser la tête, de pouvoir s'engager pour l'entreprise parce qu'on peut y trouver du sens. Et donc, le regard des jeunes sur l'entreprise et l'engagement des jeunes dans l'entreprise, alors c'est un engagement souvent provisoire, fugace, on peut très vite changer d'entreprise à l'autre, on peut très bien muter, on peut très bien changer de statut. C'est vraiment des défis très importants pour les directions des ressources humaines, pour attirer l'entreprise, pour attirer les talents dans une entreprise. Et l'IFOP, on est au cœur de cette mutation-là. C'est très compliqué de faire venir des jeunes. Maintenant, ça change très fortement toute une série de dimensions, y compris des dimensions sociétales. Dans une dernière enquête de l'IFOP, on a quasiment 60% de salariés de 20 à 30 ans qui disent « mes collègues, ce sont avant tout mes amis ». Vous vous rendez compte comme le rapport à l'entreprise, le rapport à l'espace, vie professionnelle, vie privée, qui était avant des sphères complètement étanches, tout ça, c'est bouleversé par cette question de l'engagement des jeunes. Merci Frédéric. Alors je propose qu'on passe pour le dernier quart d'heure de notre discussion aux questions de la salle. Alors n'hésitez pas, on en prend peut-être 2 ou 3 de suite. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. C'est la première qui est toujours la plus compliquée. Mais je vois qu'il y a un monsieur tout au fond. Un jeune, me dit Frédéric. Bonjour, Jean-François Elfrécy, professeur de médecine. Non, juste 2 remarques sur la discussion public-privé et finalement cette vision qu'on va passer dans le privé, que tout va aller bien. Moi, je nuance. D'abord, pour que vous rappeliez l'importance qu'a été le programme Erasmus, c'est une décision de politique. C'est une décision de 2 ministres français qui, à l'époque, ont décidé de faire voter la France pour ce programme Erasmus à Bicêtre. À Bruxelles. Si la France n'avait pas voté le programme Erasmus, il n'y aurait pas de programme Erasmus. Et vous le savez. Et c'est une grande réussite. Le second point, c'est bien sûr qu'il ne faut pas, je dirais, opposer public et privé. Il y a néanmoins un certain nombre de situations, et vous évoquiez le problème de la santé qui, pour nos concitoyens, est un des éléments majeurs. Bien sûr, aux États-Unis, il y a des universités privées. Mais après, il y a un système privé qui s'installe. Et aux États-Unis, vous savez que le problème de l'accès aux soins est un problème majeur, parce que le système est privé. C'est-à-dire qu'il y a une logique interne
quand on forme un certain nombre de jeunes d'une certaine façon, on les conduit à une pratique professionnelle d'une certaine façon. Il y a donc un certain nombre de points réservés, me semble-t-il, enfin en tout cas moi je le pense profondément, en médecine d'une part, et probablement quand même sur des enjeux de la justice. Vous voyez, former nos futurs magistrats de façon privée à l'américaine, c'est une vraie question. Donc on ne sait pas, et vous le savez très bien, c'est pas blanc et noir. C'est pas du tout. Enfin, pardon, si j'ai pas été clair, professeur, c'est pas du tout mon intention. Je plaide pour un travail en commun et une régulation. Donc je suis pas. C'est pas un modèle libéral. J'ai absolument conscience que et la santé et l'éducation ne sont pas des biens comme les autres. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je dis simplement qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les systèmes et qu'on doit pouvoir, sur certains segments, utiliser la souplesse d'exécution, la rapidité d'exécution de structures privées. Et il y a d'autres domaines qui ne sont absolument pas appropriés pour le privé. Par ailleurs, vous savez comme moi qu'il y a des pays où les systèmes de soins sont avec des complémentarités publiques-privées, y compris des universités, y compris avec des hôpitaux. Voilà, ça fonctionne. Il y a du public et du privé, et ça fait des médecins. Et ça fait des médecins qui peut-être sont des médecins du pays plutôt que d'avoir. Je peux vous donner les statistiques des départs à l'étranger des étudiants post-bac. Les explosions, donc c'est des stats que le ministère n'aime pas, parce qu'évidemment c'est des pertes dans le système, et ça, moi, en tant que Français, ça me pose problème, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a des dizaines de milliers de gamins qui partent à l'étranger, pas qu'en médecine, mais la médecine c'est un très gros vecteur. On a les stats sur le Portugal, 2000 étudiants, la Belgique et tous les pays européens qu'on connaît, la Croatie, la Roumanie, etc. Voilà. Aujourd'hui, les bacs mentionnent très bien à l'UPFL à Lausanne, en Suisse, à Lausanne, qui est une des plus belles universités publiques européennes. On a contingenté, cette année, les Suisses ont contingenté le nombre de Français qui venaient s'inscrire chez eux. Bon. Donc, moi, je préfère un système public-privé bien régulé en France, plutôt que de voir des jeunes partir à l'étranger. Alors, s'ils reviennent, ils viendront riches d'autres expériences. Est-ce qu'ils seront de moins bons professionnels que s'ils avaient été formés en France? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont dans des pays qui ont des systèmes de soins et des espérances de vie qui ne sont pas toujours inférieures à celles de la France. Mais ça m'interroge. Et voilà. Donc, je pense que si votre... Enfin, moi, je ne revendique pas un système à l'américaine. Je n'ai pas envie de voir 17% du PNB consacré à la santé comme aux États-Unis. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que nous avons les moyens que nous avons, on a les qualités et les défauts que nous avons. Je pense qu'il faut être objectif sur... Il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on fait moins bien. Ce débat de l'évaluation de nos politiques publiques, ce débat de l'évaluation du privé dans un certain nombre de domaines qui doivent être régulés par l'État, ce débat, il faut qu'on le mène sereinement. Et peut-être qu'on aura des réponses un peu différentes à celles que nous avons aujourd'hui. Voilà. Que ce soit dans le domaine de l'hôpital, que je ne connais pas évidemment aussi bien que vous, mais que ce soit dans le domaine de la formation. Voilà, je pense qu'on a des choses à regarder. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur, les Anglais, ils ont l'OFS, ils ont une instance de régulation, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et on regarde le niveau d'intégration sur le marché du travail de l'ensemble des acteurs publics ou privés. Et on régule l'offre par de l'évaluation. Et on voit là où ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, si les institutions publiques ou privées ne remplissent pas leurs objectifs, on les ferme. Moi, quand je vois des écoles privées qui ne présentent pas en BTS des gamins à l'examen ou qui ne réussissent pas leur BTS, je considère que c'est un privé défaillant. Parce que le job, c'est d'amener ces gamins à un diplôme d'État. Donc voilà, je pense qu'on peut concrètement progresser dans ce domaine de l'évaluation des politiques publiques et de la régulation et de la complémentarité, encore une fois, entre l'offre publique et privée. Parce que l'essentiel pour nous tous, c'est que nous ayons des médecins, des ingénieurs, etc., le plus vite possible. Et ça ne veut pas dire pas bien les former. C'est extrêmement important. On ne peut pas constater depuis 40 ans qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs dans ce pays et être passé le nombre de diplômés en ingénierie de 35 à 39 000. On met des milliards sur des filières comme le nucléaire ou quelques filières industrielles. On n'a pas les ressources humaines en face. Mais c'est plus grave. C'est que
on n'a pas modifié les systèmes d'accès à l'enseignement supérieur pour tenir compte du bac Blanquer. Vous faites des sciences de l'ingénieur au lycée, en fait, vous ne pouvez pas rentrer dans une école d'ingénieur. C'est quand même... Donc, si le gamin n'a pas le niveau en maths et qu'il est bon en physique et en sciences de l'ingénieur, donnons de lui les moyens de faire des maths de façon à ce qu'il devienne ingénieur ou qu'il ait, comme dans d'autres pays, des bachelors ou des masters ou des licences de qualité. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde les choses froidement, me semble-t-il, parce qu'il y a une urgence pour répondre à des demandes sociales et puis pour faire en sorte que ces gamins aient de l'avenir et le plus possible aient de l'avenir. Et on a besoin d'amener l'enseignement supérieur à la portée de tous parce que nos pays ne supporteront durablement le système social que si on a des gens compétents et des filières professionnelles qui sont capables d'offrir des produits compétitifs dans un marché extrêmement concurrentiel. Voilà. Donc, et je pense que notre rôle dans l'enseignement supérieur, c'est de transformer cette jeunesse dans des citoyens et puis des professionnels, quelles que soient les disciplines. Pardon d'avoir été un peu long dans la réponse. Pas de problème. Je vois que Frédéric voulait intervenir. C'est sur cette question de la régulation. C'est vrai qu'à Marianne, nous-mêmes, on écrit beaucoup sur l'importance de réguler le secteur privé, etc., qui peut parfois ne pas l'être suffisamment. Quel est votre... Non, je voulais faire un tout petit pas de côté par rapport à ce qu'a dit le professeur Delfrécy, son exemple du début sur Erasmus. Et je voudrais relier ça à ce qu'on a dit au début de notre échange sur l'abstention des jeunes, qui est vraiment un véritable problème. Si à une élection, par exemple la présidentielle prochaine, ou ça sera une présidentielle de renouvellement, puisque par définition le vainqueur ou la vainqueur ne sera pas le locataire actuel de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ça sera une élection qui va sans doute intéresser, où la participation sera très forte. Que se passera-t-il si nous avons un taux d'abstention aussi fort qu'à la dernière présidentielle de 2022 chez les jeunes? On pourra vraiment parler vraiment de clivage générationnel jamais vu. Et justement, quand M. Delfrécy parle d'Erasmus, voilà des politiques publiques où les jeunes et les moins jeunes ont l'impression que la politique est utile, que la politique change la vie, que voter sert à quelque chose. C'est une mesure d'élu local. Les élus locaux ont ce crédit si fort, il y a quasiment très peu de maires sortis à l'issue de leur mandat. C'est l'élection, la municipale, c'est l'élection la plus stable du cycle électoral. C'est parce qu'on a ce sentiment que les choses changent. Et des politiques publiques qui réussissent fortement, il y en a peu. Quand je vois celle sur la sécurité routière, on a réussi à diviser par 3 le nombre de morts en une vingtaine d'années. C'est ce qui explique aussi que les Français, même si ça grogne par rapport au permis à points, même si il y a toute une série de mesures, les radars qui peuvent énerver, finalement, il y a un consentement aux politiques très fort parce qu'on voit la finalité de l'action et donc l'utilité au vote. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. Ah, je vois que par ici... Bonjour. Donc précédemment, au début de la convention, vous avez parlé sur le point de vue de la politique et vous avez parlé de ça. Et actuellement, dans la jeunesse, il y a extrêmement de tabous sur la politique. C'est quelque chose qui se démocratise de moins en moins. Auriez-vous des solutions actuelles pour que la politique se démocratise dans la jeunesse? Car actuellement, dans la politique, la jeunesse est vue comme une délinquance et on en a fait un tas, et comme vous le dites, il y a plusieurs jeunesses, mais maintenant, dans les programmes, quand on se documente, il n'y a pas beaucoup de choses pour faire évoluer. Comme vous avez parlé aussi du Covid. Le Covid a chamboulé notre génération, car nous avons un dérèglement pour ceux qui avaient des examens. Ils les ont passés assez différemment que la normale. Que pensez-vous de la politique et que pensez-vous faire pour que cela se démocratise dans notre jeunesse? Alors, je ne sais pas. Grande question, belle question. On va finalement parler encore 1h30, si ça vous dérange pas. Ça, c'est le public qui décide. C'est une question ouverte, c'est une question très très large. C'est vrai qu'à travers tous nos travaux, on montre Alors, on montre pas un désintérêt des jeunes pour la politique. Quand vous dites la politique, c'est quoi? En fait, la politique, c'est l'actualité, les grands débats de société, c'est le personnel politique, c'est l'action du pouvoir. Je disais, est-ce que le pouvoir mené à l'échelle locale, à l'échelle nationale, change la vie? En tout cas, moi, ce que je vois quand même, parce que d'un côté, il y a peut-être une crise du politique, il y a une crise en la croyance du politique à changer les choses. Il n'y a pas une crise de la vocation politique. Il n'y a jamais eu autant de jeunes
dans les partis politiques, puisqu'il y a quand même une crise des vocations du militantisme, et il y a une place que les jeunes ont pris. Il y a une date un peu que je mets comme une date un peu de référence, c'est les municipales de 2014, où il y a eu beaucoup de changements, même si ramené à toutes les grandes villes, il y a eu très peu de vrais basculements, mais on a eu toute une génération qui s'est engagée en politique. Donc oui, la crise du politique, elle est peut-être réelle dans la jeunesse, mais il y a des places pour les jeunes en politique. Et bon, on ne va pas être sur un concours. On a vu ces élections européennes où la plupart des têtes de liste avaient moins de 40 ans. Il ne faut pas oublier ça. Mais la jeunesse n'est pas non plus sur un modèle identificatoire où on va croire en la politique parce que ce sont des jeunes qui font de la politique. Ça passe aussi par cette question de l'engagement et la capacité à être utile. Et je ne sais pas si vous pensez être utile en parlant politique, en vous intéressant à la politique, même en vous engageant dans la politique, alors que le moteur de l'engagement des jeunes, c'est d'abord l'utilité pour soi et pour les autres. J'osais peut-être sur la deuxième partie de la question qui était un peu ce qu'on entendait, dans les programmes, en fait, on voit rien qui nous parle à nous, les jeunes. Peut-être sur cette partie-là, le sentiment qu'il peut y avoir de déconnexion entre les discours politiques, les objectifs politiques et ce que sont les besoins de la jeunesse, par exemple, sur le Covid. C'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est un peu la poule et l'œuf cette histoire. C'est-à-dire que les jeunes ne se sentent pas ni représentés, leurs problématiques ne sont pas prises en compte, mais dès lors que le rationnel de l'homme politique, devant lui, il a des votants qui sont dans la tranche d'âge, je passe sous votre contrôle, Frédéric, ceux qui votent le plus, c'est plus de 65 ans, évidemment, ça contribue. La non-implication politique implique que les choses vont... c'est une plus forte prise en compte d'autres segments de la population, et notamment les plus âgés. Oui, cyniquement, les politiques se disent les jeunes ne font pas partie de notre électorat. Effectivement. Donc, je pense qu'on doit travailler les deux éléments les deux éléments dont on parle, c'est-à-dire effectivement sensibiliser les jeunes au fait et leur donner envie de s'engager. Alors le mouvement associatif est une façon d'engagement, et je pense qu'il faut aussi qu'on écoute plus ce mouvement associatif, qui est une première étape dans l'engagement. Et puis par ailleurs, effectivement, peut-être aussi sensibiliser les plus seniors qui sont aussi grands-parents à l'intérêt pour eux dans leur processus de décision politique, tenir compte de cette richesse, de cette jeunesse dont on a besoin, encore une fois, très engagée dans notre société. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a encore du temps. Je vois, monsieur. Bonjour, vous parlez tout à l'heure de segments pour les jeunes. Il y a dans cette salle beaucoup de jeunes qui ont moins de 18 ans. Est-ce que vous avez une analyse sur les 15-18 en particulier ? On se tourne vers le sondeur. Alors. Oui, tout à fait. On a travaillé sur les 15-18, et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est le continuum de préoccupation, d'intérêt et d'attente entre 15-18 et 18-30. Est-ce que ça plaide pour le droit de vote à 16 ans ? Les jeunes sont plutôt contre. Les jeunes sont très rarement pour... Quand on fait une enquête, c'était l'enquête à Nassège. Les jeunes comme les moins jeunes sont plutôt contre, mais on retrouve les mêmes préoccupations. Le climat, dont je vous parlais, également la lutte contre les discriminations. Sur le climat, pour vous donner une idée alors je ne vais pas reparler d'éco-anxiété, mais du niveau de concernement chez les jeunes. Dans la première enquête Nouvelle Vague en 1957, on avait un tiers des jeunes qui nous déclaraient dans l'enquête « Je suis prêt à mourir pour la France ». Dans l'enquête Nouvelle Vague de 2021, on a eu un quart qui nous a dit « Je suis prêt à mourir pour le climat ». Bien sûr, ne prenons pas ces résultats au pied de la lettre, et bien heureusement, mais ça en dit long sur le degré de mobilisation. Et entre 15-17 et 18 et plus, on a on a un vrai continuum sur ces enjeux, discrimination, climat, sur, bien sûr, les vecteurs d'information. On avait fait, pour s'amuser, on avait étendu notre rolling, notre enquête électorale qu'on a déployée pendant les européennes sur quelques vagues auprès des 15-17 ans. Je n'ose pas vous dire combien faisait le candidat Bardella, encore plus que son score auprès des primo-votants, parce qu'il y avait aussi l'idée d'un candidat TikTok. On a aussi, chez ces jeunes de 15-17 ans, pourtant ils étaient très jeunes au moment du Covid, comme vous le dites, mademoiselle, un vrai trauma
sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Ça a été un événement fondateur pour cette jeunesse et qui a beaucoup unifié et sédimenté les choses. Et malgré tout, chez ces 15-17, on a un niveau d'optimisme qui est encore supérieur à celui des 18 ans et plus. Juste un mot pour essayer de concrétiser ce qu'est alors non pas les 15-18, parce que ça aussi on est dans une société plus fluide. Le rapport des jeunes, leurs usages des parcours sur les sites internet, en tout cas dans notre domaine. J'étais assez fasciné par le fait que sur 7 ans, quand vous regardez la pratique des jeunes, en fait, le renouvellement de leur pratique est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que si vous gardez un site d'il y a 5 ans pour un jeune qui est dans cette salle ou qui a 1 an de plus, en fait, immédiatement, il va passer à autre chose, parce qu'il va considérer que c'est ringard, etc. C'est-à-dire que la vitesse de ce monde digital qui est devant nous, et qui est aujourd'hui la pratique de ces jeunes, est sans commune mesure avec ce que nous, on peut se représenter. Et ça ne fait que s'accélérer. D'où l'importance d'essayer de comprendre cette population, mais on court après un objet ou un concept qui est extrêmement mouvant. Ce que vous dites, d'autant plus juste que nous, personnellement, on réfléchit à refaire notre enquête Nouvelle Vague, non pas tous les 10 ans, mais tous les 5 ans, tellement il y a cette accélération. Mais paradoxalement, quand on demande aux jeunes de quoi ils ont besoin pour réussir, la question du temps pour soi, la question du temps pour être dans une logique d'introspection n'a jamais été aussi élevée chez les jeunes. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Alors, j'excuse le général Thomas qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu des problèmes personnels qui font que malheureusement, il n'a pas pu être ici. On espère qu'on aura d'autres occasions de l'accueillir. Merci à vous pour votre présence. Merci José. Merci Frédéric pour cette discussion. Je trouve qu'on a balayé pas mal de sujets.